Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection Avengers Kang War, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 34€. Il s'agit ici du 8e Epic Avengers, en VF, regroupant les épisodes des plus puissants héros de la Terre des années 74-76. Il fait directement suite à celui que je vous avais montré en VO la semaine dernière. De mon point de vue, il est un peu meilleur, car il y a dans ses pages énormément de révélations importantes concernant les membres des Vengeurs, ou même plus généralement concernant le lore global de Marvel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du comics en lui-même, je vais rapidement évoquer les 2-3 petits points noirs de cette édition. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, le dos est assez mal foutu, les dessins des deux plats débordent complètement et sont visibles même une fois le comics rangé. C'est peut-être seulement sur mon exemplaire, mais bon. Autre détail légèrement anecdotique, Panini a mis au dos Engelhardt en tant que scénariste de ces épisodes, puis Sal Buscema et Cockrum pour les dessins. Alors, Buscema, aucun problème. Par contre, Cockrum, j'aurais plutôt mis perso Georges Pérez. Ok, Cockrum dessine 2 Giant Size importants sur 3 dans cette épique, mais Georges Pérez dessine au final plus d'épisodes que lui dans ce volume, et surtout, il aura globalement un impact plus grand sur la série. Il est quand même resté un bon moment sur ce titre. Ensuite, autre sujet potentiel de friction, Panini a fait le choix de ne pas mettre l'Avenger numéro 136. Alors, ce n'est pas scandaleux dans la mesure où ce n'était pas vraiment un épisode à part entière des Vengeurs, il s'agissait en fait d'une réédition du Amazing Adventure 12 consacré aux fauves, écrit également par Engelhardt, qui touchait un peu à tout à cette époque, et dans cet épisode, on voyait le fauve lutter contre sa part animale et s'en prendre même à Iron Man, on le voyait aussi galérer avec ses histoires de masques et de camouflage. Je ne saurais pas trop dire de manière définitive si le fait de le mettre ou pas est une bonne chose pour la compréhension globale de l'histoire, c'est quelque chose qui peut se discuter. A priori, j'aurais quand même préféré l'avoir, puisque juste après, le fauve rejoint les Vengeurs et qu'il sera pas mal fait mention de ses rapports plus ou moins conflictuels avec la Brand Corporation dans ce qui est développé justement dans ces pages. Mais après, Engelhardt a écrit genre 5-6 épisodes sur le fauve dans Amazing Adventures, donc peut-être que mettre seulement cet épisode aurait au final ajouté plus de questions que ce que ça n'aurait apporté de réponses. Encore une fois, la discussion est ouverte. Dernier point noir, qui lui en revanche me semble peu discutable, c'est que Panini a, pour des raisons probablement d'économie, décidé de retirer certains bonus présents dans l'édition VO, et notamment les articles. J'espère évidemment que ça ne va pas devenir une habitude, mais du coup, je vais forcément maintenant me poser la question à chaque sortie. Par exemple, Panini a annoncé pour le mois prochain, je crois, un omnibus Captain America par Brubaker, que l'on ne trouve plus trop en VO, désormais à un prix raisonnable. Donc, techniquement, ça pourrait m'intéresser, mais il y a pas mal de pages de texte de bonus dans cet omnibus, donc s'ils les traduisent, je peux éventuellement l'acheter, mais s'ils font l'économie, tant pis, à ce moment-là, je paye plus cher et je le prends en VO. Enfin bref, je vais préciser d'entrée de jeu qu'il va y avoir des spoils dans cette vidéo. Si vous voulez un avis sans spoiler, ça va être très rapide et expéditif. Alors oui, il se passe des choses importantes dans ces épisodes. Oui, il y a des révélations majeures sur certains personnages, mais c'est quand même assez daté comme comics. Pas tant au niveau des dessins, je trouve que ce soit Sal Buscema ou Georges Pérez, franchement ça va. Donnec et Tuska, bon, on peut en discuter, mais c'est surtout au niveau de l'écriture que ça n'a pas toujours très bien vieilli, contrairement à d'autres comics de cette époque. On va dire que je suis dur avec Engelhardt, mais vous avez certains persos qui sont complètement éclatés au sol, des dialogues où tu te demandes parfois ce que tu es en train de lire, même en lisant ces pages avec une certaine nostalgie, ce ne sont clairement pas des modèles d'écriture et de fluidité. On avait vu la semaine dernière que la fin de l'épisode 128 teasait l'arrivée de Kang. Et donc c'est bien évidemment avec la saga dite de la Madone Céleste que va débuter ce nouvel épique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et donc là je vais spoiler abondamment, Kang débarque avec une théorie fumeuse selon laquelle une Madone Céleste, réinterprétation sous acide de la Vierge Marie, serait censée lui donner un enfant destiné à devenir le souverain des cieux. Et selon lui, cette Madone Céleste devrait être soit la sorcière rouge, soit Mantis, soit Agatha Harkness qui passait par là, même si je pense qu'elle, personne n'y a jamais cru, et évidemment, il va nous apprendre que cette Madone est en réalité Mantis, le personnage préféré d'Engelhardt. Je vous renvoie à la vidéo précédente, alors même que c'est probablement la dernière personne que j'aurais choisie titre personnel.
ancienne prostituée qui entretient des rapports assez malsains avec la gente masculine. Je rappelle qu'elle quitte le Swordsman parce que c'est un homme faible et qu'elle veut un mâle alpha. Alors, du coup, elle cherche à séduire la Vision, pourtant en couple avec Wanda à ce moment-là. En plus, elle parle d'elle-même en disant This One, en VF celle-ci. Bref, quelqu'un de très spécial, on va dire, pour rester poli. Et il n'en demeure pas moins que tout ça va donner des pages historiques. On va apprendre que Kang, Ramatut et Immortus sont une seule et même personne. Dans les épisodes qui suivent, notamment Kang War, on aura des développements importants concernant les origines de la Vision et ses liens avec la Torche humaine. Immédiatement après, Engelhardt lève les derniers voiles entourant les origines de Mantis et au-delà de son cas personnel, on voit surtout de manière très détaillée la première rencontre entre les Skrulls et les Kree qui, je l'avoue, est très sympa et assez surprenante, ainsi que l'origin story en quelque sorte des Kotati. Très sincèrement, les Kotati pour moi quand j'étais jeune, c'était complètement osef, mais il me semble qu'ils ont eu une certaine importance dans les comics récents, donc ça peut éventuellement être intéressant à lire pour les plus jeunes à ce niveau-là. Dans ces pages, on verra aussi passer le Nomade, donc bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, le Captain America éphémère, post-Watergate, créé par Engelhardt, qui est arrivé d'une certaine manière à sauver ce personnage. On assiste aussi à la mort du Swordsman, donc il se passe quand même plein de choses durant cette époque. Dans l'épique précédent, on avait assisté au mariage entre Vif Argent et Crystal, mais c'était vraiment petit joueur par rapport au 4e Giant Size Avenger qui va nous proposer non pas un, mais 2 mariages en même temps. Un relativement normal, et encore, façon de parler, entre la Vision et la Sorcière Rouge, et l'autre carrément porte-nawak entre la Madone Céleste, donc Mantis, et un arbre qui adopte les traits de son défunt compagnon. Alors, je sais pas c'est qu'il prenait Steve à cette époque, mais ça devait être sympa. Dans la deuxième partie de l'épique, marquée par l'arrivée du fauve, on va dire, on verra revenir Hank Pym sous les traits du Yellow Jacket, appelé ici le Frelon, ainsi que la Guêpe, la transformation de Patty Walker en L4, Dragon Lune aussi vient en quelque sorte remplacer Mantis, parti filer le parfait amour avec son arbre, dans le rôle de la femme bizarre. Désolé, mais c'est quand même un peu leur trait de personnalité principale, donc vous voyez que c'est quand même très riche, assez dense, au point d'en être, j'imagine, potentiellement un peu indigeste, surtout pour les plus jeunes. Honnêtement, ce n'est pas pour moi ce que les années 70 ont produit de mieux, mais il se passe des choses très importantes, donc à vous de voir si vous voulez tenter l'aventure. Je dis juste, n'en attendez pas trop non plus de ces épisodes, ce ne sont pas franchement des chefs-d'œuvre intemporels. L'épique Iron Man qui sort bientôt devrait être, si je me souviens bien, plus accessible, même si je n'ai pas relu ces épisodes depuis leur sortie. Ma mémoire peut me jouer des tours, mais en tout cas c'est plus récent, donc c'est déjà ça. Je vous en ferai bien sûr une review en temps voulu, même si le week-end prochain, normalement je devrais plutôt poursuivre et terminer les vidéos consacrées à mes achats de janvier. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Allez, à plus!